Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Institut français de Marrakech. Je suis Christophe Chaillot, le directeur, et je suis vraiment très heureux de vous voir. On a rouvert depuis quelques semaines, donc ça fait vraiment plaisir de retrouver avec vous cette activité. On n'a malheureusement pas encore pu ouvrir la salle de spectacle avec des spectacles à plus de 20 personnes pour le théâtre, pour la danse, pour les concerts. Mais voilà, on est très heureux de pouvoir organiser des ateliers, des formations, des débats dans un format de moins de 20 personnes. Ça nous fait très très plaisir. Et on est très heureux de retrouver Myriam, créatrice, journaliste, blogueuse et créatrice de Blogging Café. Une manifestation qu'on est très 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 heureux d'accueillir ici à l'Institut français parce qu'on a toujours des débats très intéressants autour de l'écriture, autour de l'analyse de texte. La semaine dernière, sur le journalisme, on salue l'intervenante journaliste de la semaine dernière. Et cette semaine, sur le cinéma, sur l'écriture filmique. C'est bien ça, Roland ? Filmique, non, parce que ça relève de la mise en scène. D'accord. Plutôt Écriture critique. Analytique. Introduction à l'analyse filmique avec l'écriture analytique. Donc avec Monsieur Roland Carré, qu'on est très très heureux de retrouver ici à l'Institut français, qui est un grand cinéphile et qui partage magnifiquement sa passion. Et on travaille beaucoup avec Roland, notamment dans le cadre du partenariat entre l'ESSAV et l'Institut français de Marrakech, et dans le cadre d'un très beau projet qui s'appelle Séquence Jeunes, qui permet d'éduquer à l'image, au cinéma, des jeunes de tout le Maroc, notamment des écoles publiques comme privées. Et c'est Roland qui forme les enseignants, qui ensuite analysent les films, font travailler leurs élèves sur ces films. Donc merci infiniment Roland d'être là. Merci Myriam d'avoir une nouvelle fois proposé un intervenant et un contenu extrêmement intéressant. Et donc je vous dis merci à nouveau à vous d'être là. Excellente séance. Merci Christophe. Merci encore toute l'équipe qui m'ont aidé aujourd'hui. C'est Aziz et tous les techniciens. Et bien sûr, je remercie Naomi et Kenza et tous les gens qui sont dans les coulisses. Merci encore Christophe pour le soutien. Et en fait, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième rencontre de la reprise, une deuxième rencontre Blogging Café, avec un nouvel intervenant qui s'appelle Roland Carré. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Roland Carré est docteur en études cinématographiques de l'Université Rennes 2 et enseignant-chercheur en cinéma à l'ESSAV de Marrakech. Il est coordinateur de la fête du cinéma de Marrakech et collaborateur sur Réplique, que nous allons voir tout à l'heure. C'est une revue d'entretien autour du cinéma où il a réalisé justement des entretiens avec de grands réalisateurs marocains comme Daoud Ould Seyid et Farid Abdeliazid. Il collabore également sur la revue Eclipse, où il réalise des analyses, plutôt des analyses de films. Pas des entretiens, mais des analyses de films, dans le film que nous allons regarder tout à l'heure pendant l'atelier. Et en fait, Roland Carré, il rédige actuellement avec Rabea Redaoui son deuxième livre consacré à la ville de Casablanca, vue par le 7e art. Et justement, notre thématique d'aujourd'hui est le 7e art et l'analyse filmique. En fait, Roland Carré va mettre le doigt aussi sur la différence et la distinction à faire entre la critique et l'analyse. En fait, ce que nous confondons souvent. Et en fait, je sais qu'il y a des étudiants parmi nous aujourd'hui, des étudiants de Roland Carré qui maîtrisent déjà cet exercice et qui savent faire la distinction, bien sûr, entre ce que c'est qu'une analyse et la critique. Mais pour les gens qui vont se mettre à l'exercice tout à l'heure pendant l'atelier, je leur souhaite une belle découverte, bien sûr. Et je cède la parole tout de suite à Roland Carré. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Eh bien, merci Myriam, merci Christophe, merci Blogging Café et l'Institut français de Marrakech pour cette invitation, pour cet accueil, pour cette
organisation. Ça me fait très plaisir et comme l'a souligné Christophe tout à l'heure, c'est vrai que les collaborations avec l'Institut, entre l'Institut et les SAV par mon intermédiaire sont très courantes depuis déjà plusieurs années. Elles ont été évidemment un peu altérées par la situation sanitaire que nous vivons tous actuellement depuis déjà pas mal de temps. Et donc c'est d'autant plus plaisant et jouissif de voir que quand il existe encore des îlots de possibilités pour faire des événements culturels, pour nous retrouver et discuter de culture et de cinéma ici en l'occurrence. C'est donc très plaisant de voir que tout de suite on collabore à nouveau, on fait appel à moi et on essaye de faire des choses. C'est comme ça qu'on avance et j'en suis très satisfait. Donc merci encore à toutes les personnes précitées pour cette proposition. Je suis très content de vous voir aussi. Donc alors, cette rencontre est découpée en deux temps principaux. Dans un premier temps, je vais me permettre de vous, effectivement, comme l'a dit Myriam, de vous soumettre quelques pistes, quelques idées sur ce que c'est que l'analyse filmique. Donc j'ai préparé un petit PowerPoint pour cela. Et dans un second temps, à travers un exemple, un court-métrage que j'ai prévu de vous montrer là sur cet écran, vous serez invité par vous-même pendant 10-15 minutes. Vous aurez un papier et un crayon qui vous permettra de rédiger votre propre petite analyse et de venir la soumettre ensuite ici là à notre place devant tout le monde pour voir si vous avez bien assimilé l'exercice. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer. Alors, je m'assois, ça va être plus simple pour manipuler l'ordinateur. Donc, en gros, oui, tout à l'heure, Myriam il y a des éclaircissements. Tout à l'heure, Myriam a soulevé une différence qui est, assez fondamentale entre deux mots que parfois on confond encore assez souvent. Ce sont les mots analyse et critique cinématographique ou même artistique en général. Ça peut concerner la peinture, la musique, etc. Et ce sont deux termes que je pense qu'il convient de distinguer. Donc c'est ce que je vais me permettre de faire dans un premier temps. Et ensuite, vous et moi, on étudiera plus précisément la question de l'analyse cinématographique. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement mon métier, c'est ça que je fais. Je ne suis pas critique. Parfois, on me présente comme ça d'ailleurs. Il est déjà arrivé à d'autres occasions, dans des rencontres et tout, ou même parfois, ça peut être un ami ou je sais pas quoi qui me présente à quelqu'un en disant « Ah voilà Roland, il est critique ». Non, je ne suis pas critique. J'aurais pu l'être et je n'ai rien contre ce métier très noble, mais ce n'est pas mon cas. Donc qu'est-ce qu'analyser un film ? Et en l'occurrence, alors déjà, je vais employer des petites définitions pour dire ce que c'est précisément que analyser et critiquer un film. En gros, analyser un film, c'est le décortiquer de, tiens, on va revenir ici, non, voilà. Oui. C'est le décortiquer sur tous ces aspects, l'image, le montage, le son, pour tâcher d'en comprendre le sens. Quelle est l'intention voulue par le réalisateur à travers le film qu'il nous propose ? Quel regard sur le monde a-t-il voulu nous proposer ? Par quels moyens ? Est-ce qu'il utilise des techniques particulières, le montage ou le hors-champ ou tel emploi de la couleur, par exemple, pour nous faire passer cette vision du monde. Donc en gros, le travail de l'analyste, il est plus ou moins objectif, dans le sens où on essaie de comprendre, mais sans forcément porter un jugement. On va pas forcément dire j'aime ou j'aime pas le film que je suis en train d'analyser. Non, à la limite, le jugement critique, on le met un petit peu de côté, même si bien sûr on peut jamais totalement s'en défaire. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais restons humains aussi, bien sûr. Est-ce que quelqu'un parmi vous, tiens, je vais poser la question, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un critique ? C'est quoi un critique de cinéma ? Quel est son métier ? En quoi ça consiste précisément ce qu'il fait ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Non ? Bon, oui ? Je pense qu'il y a un micro peut-être qu'on peut passer à madame ?
c'est bon. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Je dirais peut-être critique, c'est celui justement qui, à l'opposé de l'analyste, il se permet de porter un jugement critique avec une remise en question de beaucoup d'aspects du film, comme par exemple l'adaptation au contexte, l'adaptation des films, l'harmonie par rapport à l'époque par exemple qui est abordée et l'actualité, etc. Souvent quand je vois des critiques de films, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus là pour apporter un regard à la fois subjectif, mais en même temps évaluateur. Oui. Évaluateur par rapport au film. Oui. Donc c'est en tout cas l'idée que j'ai des critiques Oui. d'art en général et de films précisément. Après, je sais pas, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est juste... Non, non, effectivement, c'est une réponse qui est donc à peu près juste. Effectivement, il s'agit d'évaluer. En fait, le critique, on va dire que le critique est avant tout un journaliste. C'est un journaliste qui généralement travaille pour une revue, pour une radio, pour une chaîne de télévision, je ne sais quoi. Et effectivement, le critique, en fait, alors il va voir les films qui sortent chaque mercredi. Bon, vous allez me dire en ce moment, le critique, il ne doit pas avoir beaucoup de travail. Mais en gros, le principe, c'est que chaque semaine, il y a des films qui sortent sur les écrans. Et le critique, il va les voir, pas forcément tous, mais en tout cas, il va voir ce qu'on lui demande de voir ou ce qu'il a envie de voir. Et ensuite, à travers son journal, son média, sa chaîne, il transmet son avis, comme vous le dites, qui permet, alors pas forcément de remettre en question, comme vous le dites, le film, parce que le film peut très bien lui plaire à 100%, et du coup, il ne s'agit pas de le remettre en question, mais aussi plutôt de le complimenter, de dire à quel point il est vraiment très bien, et qu'il faut absolument le voir, et que c'est immanquable. Mais c'est vrai que si le film a moins plu aux critiques, il va effectivement dire pourquoi. Et le but du coup de la critique de cinéma, c'est d'orienter le lecteur ou l'auditeur pour voir ou ne pas voir le film, tout simplement. J'imagine que comme moi, à chaque fois qu'il y a des films qui sortent le mercredi, ou même si vous voyez passer des films à la télévision, tout ça, évidemment vous pouvez pas tout voir. Du coup, vous devez faire un choix, et peut-être que vous vous tournez vers les critiques que vous trouvez dans les médias pour voir si ce film-là, il a plutôt des bons avis. Celui-ci, par contre, il n'a pas l'air de vraiment faire l'unanimité, et ça peut du coup orienter nos choix. Vous allez me dire, en même temps, chacun son avis, on n'est pas forcé de suivre ceux des autres, mais voilà, ça peut quand même donner une idée des films qui, a priori, sont importants à voir, et d'autres qui, a priori encore, semblent être moins intéressants. L'analyste, du coup, il fait pas ce travail. Il n'est pas dans l'actualité, il n'est pas journaliste, il dépend pas d'une revue ou d'une chaîne. L'analyste, il peut très bien parler de films beaucoup plus anciens. Il n'a pas à rester dans les films qui sortent chaque semaine. Un analyste peut très bien parler de films sortis il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, dans tous les pays du monde, quelles que soient les nationalités, les genres. Et le but de l'analyste, c'est vraiment de déterrer des films déjà qui sont pas toujours forcément connus, de les mettre en valeur, bien sûr, parce qu'on les aime généralement, les films dont on parle quand même, et surtout d'essayer de les contextualiser, de les rapporter à leur époque, d'expliquer en quoi ces films, d'une façon ou d'une autre, ont une importance par rapport aux courants artistiques, politiques, mentaux, sociétaux, etc., qui entourent du coup sa fabrication. Donc voilà, c'est un peu ce travail-là que fait l'analyste, qui du coup reste un peu objectif, tandis que le critique, lui, est dans l'actualité et il est beaucoup plus subjectif. Alors après, bien sûr, l'analyste, s'il choisit de traiter tel film dans son travail, généralement c'est parce qu'il l'aime, ce film. S'il va pas non plus s'infliger des films qu'il aime pas. Donc du coup, c'est pas qu'on est dans la critique positive, mais on est quand même dans la mise en valeur d'un travail qu'on aime bien. Mais voilà, généralement ça s'arrête là, et après on reste du coup le plus neutre possible dans la façon de décortiquer le film. Et en même temps, je dis ça, mais parfois l'analyste peut être obligé, entre guillemets, d'analyser des films qu'il n'aime pas. Je vais prendre un cas qui est le mien, sans prétention, je vais m'auto-citer, voilà, pour donner un exemple personnel. Bon, moi par exemple, j'ai
j'ai mon premier bouquin là, qui est paru il y a déjà 2 ans, qui parle de l'enfance dans le cinéma italien contemporain. Bon, il est adapté de ma thèse de doctorat. En fait, c'est un thème, voilà, qui me plaît bien sûr, qui m'a plu et que j'ai voulu traiter, mais ça implique de voir des bons et des mauvais films relatifs à ce thème. Pourquoi voir aussi des mauvais films? Parce que même les mauvais films disent des choses. Un mauvais film, même si on trouve qu'il est mal écrit, mal joué, mal réalisé, il s'inscrit quand même dans un contexte qui fait que on peut en parler, on peut l'inclure dans le corpus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours drôle de revoir encore une 3e, une 5e, une 10e fois un film qu'on n'aime pas et de devoir en parler alors qu'on l'aime toujours pas. Mais ça fait partie du boulot et ça fait aussi avancer la pensée intellectuelle. Donc voilà, c'est important de préciser cela aussi. Hein, tous les films méritent d'être vus, même même ceux qui peut-être sont moins réussis. C'est ça aussi qui fait avancer le monde. Donc voilà. Est-ce que c'est clair à peu près cette distinction entre analyse et critique cinématographique? Ouais. Bon. Très bien. Donc du coup, moi, mon travail, comme le disait Myriam, c'est effectivement au-delà des cours que je donne à l'ESSAV et des conférences que je peux faire et tout. Quand je publie, par exemple, dans des revues, c'est des analyses. C'est pas des critiques. Voilà, moi, ça m'intéresse. J'aime bien aller chaque semaine au cinéma voir les films qui sortent sur les écrans. Évidemment, je reste dans l'actualité. J'aime bien parfois en parler parce que, bien sûr, c'est des films qui peuvent me plaire, mais c'est pas une activité professionnelle qui est la mienne en tout cas. Il y a des gens très bons pour ça d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, je préfère être dans mes champs de recherche. Moi, comme l'a dit Myriam, mes champs de recherche, c'est quoi? C'est le cinéma marocain. C'est le cinéma d'animation, c'est l'art vu par le cinéma aussi, c'est comment le cinéma filme la peinture, la musique, le théâtre, la littérature, tout ça. Donc du coup, quand généralement je fais des analyses de films, c'est dans des cadres comme ce que je viens de vous citer. Voilà, donc pour les quelques lignes d'introduction. Alors, du coup, qu'est-ce qu'analyser un film? Bon, j'ai répondu, je pense, à la question. Quel intérêt d'analyser un film? J'y ai répondu aussi, du coup, un petit peu aussi. Hein, c'est produire de la connaissance, produire du savoir, parfois remettre en lumière des films anciens ou un peu marginaux ou un peu disparus ou qui méritent, du coup, qu'on les connaisse, qu'on les réévalue aussi, parce que parfois un film sorti à une certaine époque peut-être n'a pas plu, par exemple, et après 10 ans plus tard, 50 ans plus tard, on le revoit, on se dit mais en fait il est vachement bien, voilà. Donc c'est important aussi de faire ce travail. Et donc voilà, remonter un film. En fait, moi il y a une métaphore que j'emploie souvent pour qualifier l'analyse cinématographique, c'est celle en fait du démontage et du remontage d'un moteur de voiture. C'est ce que je dis à mes étudiants régulièrement. Comment comprendre comment marche un moteur de voiture? Enfin, un moteur tout court, une machine, n'importe quelle machine. Il ne s'agit pas juste de regarder la machine et de la voir en train de fonctionner. Il faut prendre la machine et il faut la déboulonner. Il faut prendre toutes les pièces une par une, les démonter. Et c'est là, en fait, qu'on s'aperçoit que celle-là, elle est connectée à l'autre et que c'est comme ça que ça produit un effet qui entraîne la rotation de bidule truc. Et ensuite, une fois qu'on a bien démonté la machine pièce par pièce, pour nous, c'est beaucoup plus évident après de la remonter par nous-mêmes parce que du coup, on a compris le mécanisme interne de la machine. Donc pour moi, un film, c'est la même chose, c'est la même façon de procéder. Alors vous allez me dire, oui, mais un film, c'est pas des pièces de métal ou des rouages ou des boulons ou des vis. Alors comment on fait pour un film? Donc du coup, en fait, voilà, il y a différentes composantes que je vais vous présenter. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai choisi, on va dire, certaines des plus essentielles, les principales en tout cas, les plus évidentes, on va dire. Alors par exemple, un film, c'est toujours 3 éléments. C'est l'image, le montage et le son. Parfois, il y a des films sans son ou des films sans montage, bien sûr, mais globalement, dans la plupart des films, on a quand même ces 3 données. Alors dans l'image, par exemple, on a le cadre. Alors bon, là on a un petit peu de mal à voir l'écran, mais je pense que vous saisissez en fait. À chaque fois, pour chaque terme, j'utilise une image de film pour l'illustrer. Donc le cadre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement le format
de l'image, c'est ce qui entoure en fait le cadre, enfin l'image cinématographique. Et comme vous pouvez savoir, parfois dans des films, on a un cadre qui peut être plutôt rectangulaire, parfois ça peut être plutôt carré, parfois ça peut être un peu entre les deux. Et du coup, ça change beaucoup. En fait, c'est pas un choix qui est fait par hasard par le réalisateur. S'il choisit de faire son film en format large, donc plutôt rectangulaire, scope comme on dit, c'est généralement parce que il veut peut-être mettre en valeur des paysages, peut-être parce que son film est plutôt spectaculaire, donc il veut mettre en avant les décors, les paysages. Parfois, c'est la solitude de l'homme au milieu, je sais pas, du désert dans un western, par exemple. Et pour ça, le cadre rectangulaire est vraiment ce qui est le plus adéquat. À l'inverse, si par exemple on a un film plutôt social, un film vraiment de personnages, un film qui essaie d'être au plus près des corps, des visages et tout. Dans ce cas-là, on va plutôt employer des cadres pas forcément carrés, mais en tout cas plus proches en fait du carré que du rectangle, on va dire, hein, de façon vraiment à ce que la caméra soit au plus près des corps et que le paysage, du coup, le décor n'ait pas du coup forcément beaucoup d'importance. Donc voilà, ça dépend aussi un peu du genre du film et de l'intention du réalisateur. Là, l'exemple que j'ai pris pour ce PowerPoint, c'est un peu ironique parce qu'en fait, c'est un film qui démarre en format carré, Mommy de Xavier Dolan, pour ceux qui connaissent. Et pourquoi format carré? Parce que le personnage, en fait, il est mal dans sa peau pendant toute la première partie du film. Donc, du coup, on le suit, on est vraiment avec lui dans sa douleur, avec ses plans très serrés sur son visage et tout. Et au bout d'un moment, vers la moitié du film, il va mieux. Il va vraiment mieux parce que des gens l'aident et tout. Et là, dans le plan en fait que vous voyez, en fait, il est en train de prendre ses bras, ses mains pour écarter le cadre. Donc alors bon, il faut voir ça en mouvement évidemment. Vous pouvez trouver le film facilement, mais c'est totalement surréaliste parce un personnage ne peut pas changer le cadre de son film concrètement. Mais là, il le fait et du coup, on bascule en format large pour montrer du coup la respiration, le retour en fait à une certaine liberté d'esprit et tout ça que le personnage a fini par gagner. Donc voilà, c'est un peu une mise en abîme tout à fait intéressante, je pense. On a la lumière, évidemment. La lumière dans un film a toujours un rôle essentiel. La lumière, c'est la base du cinéma. Je ne vais pas commencer à faire un cours d'histoire du cinéma, mais il n'y aurait pas de cinéma sans lumière. On peut faire un film sans son, sans couleur, sans musique, sans montage, sans acteur même. Ça, c'est possible, mais on peut pas faire un film sans lumière. Sinon, c'est un écran noir. Les inventeurs du cinématographe s'appelaient les frères Lumière, ce qui est un hasard, certes, mais quand même, ça en dit long sur les origines même du 7e art. La lumière peut être vive, elle peut être découpée, elle peut être tamisée, elle peut être grisâtre, elle peut être colorée, elle peut être à contre-jour, elle peut être au contraire en plein high-key pour mettre en valeur le visage d'une star, par exemple. Elle peut être un peu surréaliste, elle peut parfois être effrayante. Ça dépend du film, bien sûr, mais ça joue un rôle. L'impact émotionnel d'un film ou d'une scène de film sur notre vision est parfois due du coup à l'usage de la lumière. Voilà, là j'ai pris l'exemple d'un film fantastique, Super 8, où la lumière est toujours bleutée, toujours à contre-jour, ce qui du coup c'est un film fantastique et cette lumière en fait, au-delà même des événements qui se passent à l'écran, participe de cette ambiance fantastique qui gouverne le film du début jusqu'à la fin. Voilà, je suis un peu vide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais franchement, comme je vous l'ai dit, voilà, si vous avez des questions, si c'est pas clair, vous m'interrompez, il n'y a pas de problème. Hein. Très bien. Alors, toujours dans le cadre de l'image cinématographique, on a ce qu'on appelle le décor. Donc le décor, alors là, j'ai encore pris un exemple très parlant, hein, c'est un film de Tim Burton, Édouard en main d'argent. Vous connaissez peut-être Tim Burton, qui est un cinéaste très populaire. Les décors chez Tim Burton, parfois, en disent plus que le reste. Hein. Si vous avez, généralement, les souvenirs qu'on a des films de Tim Burton, c'est même pas forcément des histoires ou des personnages. Parfois, c'est juste des images, c'est des décors. C'est des décors incroyables en fait qui traduisent toute la psyché des personnages, qui parfois d'ailleurs sont pas forcément très bavards comme personnages, mais du coup tout ce qui est autour d'eux en dit davantage. Et là dans Édouard en main d'argent, bon voilà, pour ceux qui ont vu le film, il y a ce château extraordinaire, à la fois effrayant et en même temps très 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 magique hein, de ce personnage principal qui montre bien en fait cette espèce de schizophrénie
psychologique du personnage et qui donne aussi cette aura fantastique au film, mélancolique, onirique et en même temps parfois très horrifique aussi, qui rend ce film vraiment unique. Mais un décor, ça peut être aussi un non-décor. Ça peut être un film où il n'y a pas de décor, des décors très épurés, très sobres. Ça peut être du huis clos, ça peut être de l'espace large dans le désert ou la montagne. Ça peut être du décor de studio avec du coup des éclairages renforcés, avec des jeux un peu sur l'image et tout. Ça peut être des décors naturels qui donnent au film un côté plus authentique, plus documentaire, plus proche de la réalité. Ça peut être des décors en images de synthèse avec les technologies d'aujourd'hui. Ça peut être des... Voilà, bon, je peux encore déblatérer longtemps, mais comme je l'ai dit, du coup, le décor participe de l'intention du réalisateur. C'est une évidence absolue. Alors, les mouvements de caméra, bien entendu. Là aussi, je pourrais dire beaucoup de choses, mais un plan ou une scène de film ou un film en entier peut être composé de mouvements de caméra qui permettent de suivre les personnages, d'explorer un décor, par exemple. Il peut aussi ne pas y avoir de mouvement de caméra. On peut être en plan fixe. Dans ce cas, ça peut être pour d'autres raisons, qui là encore participent de l'intention du réalisateur. Pourquoi est-ce qu'on fait un mouvement de caméra? Ça peut être par exemple parce qu'on veut dévoiler quelque chose qui était hors champ. Donc du coup, hop, il y a ce qui est montré, il y a ce qui n'est pas montré. D'un coup, on va basculer en montrant ce qui n'était pas montré. Ça peut changer du coup l'orientation d'une scène, de l'histoire, de la vision qu'on a d'un personnage, etc. Ça peut être pour suivre un personnage en mouvement, ça peut être pour explorer un décor aussi, si la caméra fait un travelling avant, donc on peut s'enfoncer dans le décor à spectateur comme caméra pour découvrir en même temps ce qui peut se cacher comme ça plus loin dans la profondeur. Et si on fait pas de mouvement de caméra, c'est peut-être parce qu'on souhaite attirer l'attention sur un personnage, sur un élément, un objet, un décor. Donc là aussi, ça peut avoir sa signification. Par exemple, si un personnage, il est dans le champ. Imaginez, il est dans l'image, et il sort, il se déplace pour sortir. Alors soit la caméra le suit, et on est toujours en train de voir le personnage, soit la caméra ne le suit pas, et du coup le personnage, à un moment, il n'y a plus rien, il sort du cadre. Ça peut procurer du coup deux effets complètement différents. Si le personnage sort du cadre, ça peut vouloir dire par exemple que le réalisateur symboliquement annonce sa disparition. Peut-être que le personnage on le reverra plus, peut-être que il va bientôt disparaître, soit il va mourir, soit on va passer à autre chose. Si à l'inverse la caméra le suit, ça veut dire que ce personnage a son importance physique et que du coup le récit en fait est amené par son corps, et donc il faut qu'on voit son corps pour que le récit avance. Donc voilà, c'est chaque choix de mouvement ou non de caméra a son importance dans le vocabulaire du réalisateur. Alors la durée des plans, c'est pareil, on a des plans très courts parfois. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan? Un plan, c'est en gros, c'est ce qu'on a entre le moment où on dit action et celui où on dit couper, d'accord? Donc autrement dit, c'est toutes les images qui défilent entre le début d'une prise et la fin. Même si au montage, parfois, on peut découper encore davantage. Mais en gros, voilà, un plan, c'est ça. Il y a des plans très longs, parfois au cinéma, pour prendre le temps de voir ce qui se passe, tout simplement. Ça peut être une façon de rentrer dans l'univers du film, de bien contempler le paysage ou le personnage. Et à l'inverse, parfois on a des plans beaucoup plus courts, par exemple pour une scène d'action, pour une scène plus trépidante, pour marquer le suspense. C'est ce qu'on peut voir aussi dans d'autres formes audiovisuelles, comme le clip ou la publicité, où il s'agit de pas ennuyer le spectateur, entre guillemets, même si je pense que c'est pas une bonne raison, mais ça c'est un autre avis. Donc voilà, la durée des plans aussi est fondamentale Là, l'exemple que j'ai pris, alors évidemment, on peut pas bien le voir, mais c'est un plan très long qui dure environ 10 minutes, où on part de la chambre là où est allongé ce personnage, et la caméra traverse la grille, elle va dehors, elle explore toute la cour, elle va voir tous les personnages, puis elle revient. Il y a une certaine idée, en fait, de contempler la mort en action, en fait, à travers ce long plan un peu morbide. C'est assez saisissant, et c'est clair que c'est pas un montage de plans très court qui aura permis de rendre compte de cette morbidité, en fait, de la scène qui se passe devant nos yeux. Alors il y a le montage, évidemment. Oui, pardon. Pardon ?
Ah oui, c'est vrai que parfois je cite pas toujours. C'est Profession reporter, c'est un film de Michelangelo Antonioni, c'est un cinéaste italien que j'aime beaucoup personnellement, qui fait des films très contemplatifs, très méditatifs. Il n'y a pas vraiment d'histoire chez Antonioni, c'est plutôt des situations, des états des lieux en fait. Et on voit ce qui se passe et en gros on assiste en fait à une sorte de contemplation du cinéaste qui devient la nôtre. J'aime beaucoup ce cinéma, ça peut rebuter, je peux comprendre, mais voilà, pour moi c'est peut-être l'un des plus grands cinéastes. Oui, j'en profite pour boire. Vous avez parlé des durées de plans, comme quoi il y a des plans qui peuvent durer un petit moment, d'autres qui durent un peu plus longtemps. Oui. Est-ce que cette durée elle est indicatrice de l'importance ou de la non-importance de l'événement que ce plan va exposer au spectateur? Bah oui. Plus c'est court, plus c'est important. Le plus c'est court, plus on peut... Plus c'est on va dire, non forcément affectant le déroulement de l'histoire, ou là comment ça se présente? Bah en fait c'est un peu au cas par cas, parce que chaque cinéaste peut avoir sa propre façon de gérer le plan long et le plan court, et il n'y a pas de définition en fait de base à ce que peut apporter un plan long ou un plan court au cinéma. Ça dépend vraiment du film, de l'histoire, du regard du réalisateur. Par exemple, prenons un cinéaste adepte du plan court, Scorsese. Voilà, Martin Scorsese, cinéaste américain. Alors, je sais pas, quand vous regardez ces films de gangsters, ces films de mafia, tout ça, mais généralement, c'est hyper découpé. Les plans sont courts, vraiment, ils s'enchaînent, et ça donne en fait une espèce d'énergie au montage qui permet effectivement, comme vous le dites, pas de se concentrer précisément sur une action, mais plutôt de montrer le côté foisonnant, hyper riche en fait de la vie des personnages qui sont toujours en train de hurler, de changer de pièce, parfois de boire un coup et puis d'aller peut-être faire un règlement de compte et de s'engueuler, de prendre la voiture et blablabla. C'est vraiment une vie très active qu'ont les personnages de Scorsese. Et du coup, le montage hyper charcuté participe de cette vie très active. Et à l'inverse, Antonioni, il filme des personnages qui souvent sont dans un état d'errance. Antonioni le fait. Il y a Bergman aussi, cinéaste suédois. Il y a un Allemand qui s'appelle Wim Wenders aussi. C'est vraiment leur style. Et comme ce sont des personnages en errance, qui savent pas où ils vont, ne savent pas ce qu'ils font et tout, le plan long en fait permet vraiment de rendre compte de ce vide mental qui se traduit aussi par un vide du décor, par un vide de l'image. Et le plan long en fait alourdit cela et ça nous donne cette sensation en fait qui est celle des personnages. Mais voilà, mais comme je l'ai dit, c'est du cas par cas. Le plan court peut être très énervant dans d'autres cas. Il y a des films, parfois, je supporte pas, à titre personnel, pour que les plans soient aussi courts, parce que ça rend l'action illisible. Parfois, on sait même plus où on est, on sait pas ce qu'on fait. Effectivement, comme vous le dites, il y a le risque qu'on s'attache pas aux personnages, qu'on n'ait pas le temps de se poser avec les personnages dans l'histoire, dans le contexte et tout. Mais voilà, c'est le talent du réalisateur aussi qui joue à ce moment-là. Voilà, donc alors du coup je peux continuer. Alors il y avait l'image cinématographique, maintenant il y a le montage. Le montage aussi, c'est plein d'aspects très différents que je vais pas tous énumérer, mais en gros, qu'est-ce que c'est que le montage? C'est prendre plusieurs plans tournés pour un film et les assembler. Aujourd'hui à l'ordinateur, hier on le faisait avec des pellicules et des paires de ciseaux. Pour du coup leur donner une continuité logique, pour que du coup l'histoire soit racontée de façon cohérente du début jusqu'à la fin, même si le montage ne s'intéresse pas qu'à ça. Il s'agit pas seulement de raconter une histoire par le montage, ça peut être aussi créer des raccords, créer des effets divers. Je sais pas, par exemple, je pense à un exemple, dans un film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, à un moment, Chaplin, au début du film, il filme des moutons qui vont à l'étable, et juste après, il propose un plan qui montre des ouvriers qui vont à l'usine. Et en fait, ça n'a aucun rapport narratif, scénaristique, les moutons, ce sont pas des personnages, on les reverra plus jamais, mais le simple fait de mettre côte à côte, de mettre deux plans, l'un à la suite de l'autre,
qui montre les moutons qui vont à l'étable et les ouvriers qui vont à l'usine, bah, je pense que métaphoriquement, vous avez tous compris un peu en fait ce que ça veut dire. On comprend que Chaplin critique en fait, qu'on appelle ça ces temps modernes, hein, qui font que bah, les ouvriers, les gens, les prolétaires sont vraiment considérés juste comme du bétail, hein, qu'on fait rentrer à l'usine pour faire le boulot, mais sans leur donner une humanité, etc. Donc voilà, le montage permet aussi ce genre d'association métaphorique, un peu comme en littérature finalement. Et pas seulement raconter une histoire. Mais généralement, il s'agit quand même de faire cela. Là, dans l'exemple que je vous montre, là, qui est tiré d'un film qui s'appelle Confidence sur l'oreiller, c'est une comédie très sympathique des années 50, typiquement américaine. Là, le montage, en fait, permet non pas de faire suivre trois plans l'un à la suite de l'autre, mais au contraire de les associer dans une seule et même image. C'est ce qu'on appelle le split screen, quand on découpe une image en plusieurs parties. Donc là, ils sont tous les trois au téléphone, en fait, et tout simplement, ça permet de montrer qu'ils sont en train de discuter en même temps dans une seule et même image. Voilà, c'est un procédé très courant qu'on voit encore aujourd'hui dans des séries comme 24 heures chrono, que vous connaissez peut-être, hein, où la multiplicité des actions en parallèle, plutôt que d'être reliés laborieusement par un montage qui pourrait rendre l'ensemble un peu confus, sont parfois associés en fait par ce genre de procédé. Voilà, mais il y a plein d'autres effets bien sûr qu'on peut faire par le montage. Et donc enfin, troisième et dernière composante d'un film de cinéma, c'est le son. Le son, plus précisément. Alors là, c'est pas une scène de film, ça c'est un compositeur que j'aime beaucoup, Bernard Herrmann, qui était le compositeur attitré de Alfred Hitchcock ou de Orson Welles notamment. Le son, en fait, c'est une composante qui peut se diviser en 3 catégories. Quels sont les 3 types de sons qu'on peut entendre au cinéma? Dites-moi. Oui? Les voix, on va dire les voix. Ouais. La musique. La musique Et enfin. Ou ça fait partie, plus globalement, des bruitages. Des bruitages. Voilà, exactement. Et effectivement, dans les bruitages, on a les effets spéciaux qui sont rajoutés généralement par ordinateur pendant la post-production. Mais ça peut être aussi juste, je sais pas, le bruit de cette bouteille que je pose sur la table, c'est un bruitage qui du coup a son importance aussi pour donner une cohérence à la scène qu'on voit. Donc voilà, le son, la musique, donc les voix et les bruitages ont leur importance aussi dans un film. La musique, par exemple, elle peut servir à amplifier une émotion. Elle peut parfois même faire contrepoint par rapport à une émotion. Vous savez, parfois on a des scènes dans des films peut-être un peu ironiques, un peu satiriques, où par exemple on a une scène dramatique, mais la musique qu'on entendra sera une musique plutôt joyeuse, ce qui va donner un effet un peu malsain, mais qui peut accentuer paradoxalement le côté dramatique d'ailleurs de la scène. En ce qui concerne les voix, c'est pareil, hein, on a les voix des personnages qu'on entend. Ça peut être des voix hors champ aussi, ça peut être des voix intérieures, des voix qui viennent de la tête du personnage par exemple, ça peut être des voix qui viennent de l'au-delà, ça peut être une voix inventée par le personnage en imaginant qu'il soit peut-être un peu, peut-être un peu malade, ça peut être une voix hors champ, hein, par exemple imaginez, moi je suis filmé par la caméra, et puis hors champ du coup il y a un personnage qui m'interpelle, et Roland. Donc, hop, tout de suite, ça veut dire qu'il y a quelque chose hors champ qui existe. Dans le cadre du cinéma d'horreur, par exemple, c'est très efficace. Moi, je sais pas pour vous, mais il existe en gros 2 types de films d'horreur. Il y a ceux qui montrent tout, où on voit le monstre, on voit l'assassin, on voit le sang, on voit les cadavres, on voit le couteau, la hache, je sais pas quoi. Et il y a le film d'horreur qui montre rien, ou presque rien.
Et en gros, on est dans la suggestion, on est dans des petits bruits qu'on entend, et là, il y a une fenêtre qui a claqué, et là, il y a une ombre qui passe. Et je sais pas pour vous, mais moi, je suis généralement plus effrayé par la seconde catégorie que par la première. Dans la première, il y a d'excellents films, hein, je dis pas le contraire, il y a des grands chefs-d'œuvre qui sont très baroques en la matière, mais c'est vrai que du coup, le son peut permettre, en fait, dans la seconde catégorie, de donner une ambiance qui rend du coup la vision encore plus angoissante. Tout à l'heure, je parlais des lumières, des ombres et tout en évoquant l'image cinématographique. C'est pareil. Je suis plus effrayé par une ombre qui passe derrière le personnage que par un monstre qui surgit, qui fait bouh comme ça. Bon, ok, ça fait sursauter, mais c'est facile. C'est quand même pas très subtil comme méthode pour effrayer. Voilà. Et n'oublions pas que le son, au début du cinéma, n'existait pas. Hein. Les premiers films de l'histoire du cinéma étaient muets. Il est arrivé à partir des années 1920. Mais il y avait d'autres moyens de raconter des histoires avant ça, qui ont permis d'avoir des films magnifiques. Donc le son, je dis pas qu'il sert à rien, mais il peut même donner une véritable importance à un film, mais c'est important aussi de savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la base d'un film, c'est avant tout l'image, hein, c'est avant tout la lumière, des choses qui bougent devant l'écran, et tout le reste, du coup, voilà, ça consiste en des ajouts, des inventions. Il y a la couleur, il y a eu le son, il y a eu la couleur, il y a eu les effets spéciaux, il y a eu la 3D, le relief, plein de choses fantastiques qui permettent d'avoir des très beaux films. Et on aura encore beaucoup d'évolution, hein. Le cinéma est encore bébé à l'heure actuelle, hein. Ça fait à peine 100 ans et quelques années qu'il existe. Si on compare à la peinture ou la musique qui ont déjà des centaines de milliers, voire des millions d'années d'existence, si on remonte à la préhistoire ou je sais pas quoi, là on est encore vraiment au balbutiement du 7e art. Mais voilà, en gros, hein, pour ce petit aperçu. Le jeu des acteurs, n'oublions pas, c'est pas vraiment dans les 3 catégories que j'ai évoquées, bien sûr. Là, on a Jack Nicholson dans Shining, c'est un acteur qui est très expressif. Hein. D'ailleurs, on parlait de cinéma d'horreur, ça c'est Shining est sans doute très très fort en la matière. Bien entendu, le jeu des comédiens participe. Il y a des comédiens très expressifs, il y a ceux au contraire qui sont plus dans la retenue, dans l'intériorité. Ça dépend là encore bien sûr du jeu, de ce qui est voulu par le réalisateur, mais il est clair que parfois un film qui a tout pour être bon sur le papier, malheureusement parfois peut être gâché par un mauvais comédien. C'est triste à dire, mais quand un comédien joue pas bien, ça nous sort du film et on n'arrive pas à y rentrer parce que c'est pas crédible. Donc c'est vrai que le travail des comédiens est très important pour du coup la réussite de l'ensemble. Voilà, et donc pour conclure, en fait tout à l'heure je faisais la comparaison entre l'analyse d'un film et le moteur de voiture, une machine qu'on démonte, et je pourrais faire une autre comparaison, c'est que finalement le travail entre un analyste et un film, ou une œuvre d'art en général, c'est un peu comme celle qu'on peut avoir entre un psychanalyste et son patient. Non pas que le film soit un objet malade qu'il faut guérir, mais le travail du psychanalyste, c'est de comprendre ce qui se passe dans la tête de son patient, qui vient le voir, de remonter un petit peu aux sources de son histoire, tout ça, son enfance et tout, et ensuite, du coup, en rentrant vraiment dans ces mécanismes internes, le psychanalyste peut voir ce qui marche et ce qui marche moins bien, et dans le cadre d'une psychanalyse, ça peut permettre de guérir du problème, et dans le cadre d'une analyse de film, voilà, ça nous permet, comme je l'ai dit, de comprendre ces mécanismes internes du film et de mieux discerner l'intention du réalisateur. Et après, c'est à la limite après que là on peut juger. C'est là qu'on peut faire de la critique pour dire, bon, maintenant que j'ai compris ce que voulait dire le cinéaste, maintenant que j'ai compris sa méthode, est-ce que je peux dire si c'est réussi ou pas? Et là, oui, on peut juger. Mais bon, c'est un peu une leçon de morale qui concerne la vie en général que je vais vous donner, hein, c'est que dans la vie, il faut toujours comprendre avant de juger. Voilà. Donc c'est pareil pour les films. Bon, voilà, j'ai fait mon petit tour de diapo. On est dans les temps, d'après ce que je vois, c'est parfait. Est-ce que il y a des questions? Est-ce que c'est clair? J'étais un peu vite, hein, parce qu'on a un temps limité, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez malgré tout qu'on revienne? Les questions, ils étaient posées au fur et à mesure. Oui, mais on va voilà. voir s'il y a encore des questions. Sinon, oui, Mariam.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation enrichissante et les éléments étaient clairs, bien sûr. Ma question concernant la partie que vous avez parlé, la partie consacrée au son. Oui. Vous avez évoqué une voix hors champ, donc Oui. qui parle d'une source qui est invisible, Oui. une voix qu'on entend mais qu'on ne voit pas dans l'image. Je connais aussi qu'il y a une voix qu'on appelle la voix off, et Oui. je veux savoir la différence entre la voix off. Car peut-être que c'est la même chose. La voix off, c'est aussi une source qui est invisible, donc qu'on ne voit pas et qu'on entend juste. Non, alors effectivement, c'est très bien de mentionner la voix off parce que je l'ai pas fait. C'est différent. La voix, enfin, on va dire le son de façon plus générale. Le son hors champ et le son off, c'est pas la même chose parce qu'en fait, le son hors champ, c'est quelque chose qui appartient quand même à l'univers du film, même si on le voit pas à l'image. Donc voilà, un personnage ou je sais pas, un train qui passe ou un oiseau qui chante ou une voiture qui klaxonne, même si on le voit pas dans le film, on sait qu'il n'est pas loin. Donc du coup, ça appartient quand même à l'univers. Alors qu'un son off, comme une voix d'un narrateur par exemple, ou une musique off qu'on rajoute pour accentuer l'émotion, mais que les personnages vont pas entendre. Juste le spectateur. Du coup, ça c'est quelque chose qui n'est pas dans l'univers du film. C'est quelque chose qu'on rajoute en fait généralement à la post-production pour donner une ampleur ou un regard, autre que ce qui se passe dans le film en lui-même. Un narrateur, voilà, il peut très bien introduire le film en disant il était une fois, je vais vous raconter cette histoire et tout. Le narrateur peut être le héros. Hein, bonjour, moi c'est machin, je vais vous raconter mon histoire. On voit ça très souvent. Parfois, ça peut paraître un peu superflu. Parfois, ça peut être plus pertinent. Par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantons sous la pluie. Je sais pas si vous connaissez. C'est une comédie musicale des années 50 avec Gene Kelly. Ça chante, ça danse, c'est superbe. Et ce qui est intéressant, c'est que le héros dans ce film, il raconte sa vie. Mais il raconte sa vie en fait en se faisant passer pour quelqu'un qui a réussi sa vie. Donc voilà, moi je suis un grand comédien, j'ai eu des grands rôles et tout machin. Et à l'image, on voit tout le contraire. On voit qu'il arrête pas de se faire refouler au casting. Il échoue dans toutes ses tentatives. Il arrête pas de se planter. Il se dispute avec tout le monde. Et c'est intéressant de voir que la voix off contredit ce qu'on voit à l'image. Et ça montre bien le côté mythomane du personnage en fait qui essaie de nous convaincre de choses que nous du coup on peut pas croire parce que l'image nous dit le contraire. Donc ça c'est une utilisation particulièrement pertinente de la voix off parce qu'elle vient pas dire quelque chose que l'image nous dit déjà. Au contraire, elle vient la remettre en question. Et ça nous fait comprendre aussi, un peu symboliquement, que ce n'est pas parce que des images nous montrent des choses que ces choses sont vraies. Que ce soit au cinéma ou, si je puis me permettre, dans les médias, dans le monde visuel en général, c'est pas parce qu'on voit ça que c'est vrai. Il faut toujours regarder le contexte, il faut vérifier si la source est bonne et tout. Et c'est un peu cette mise en abîme qui est procédée. Donc merci pour cette question parce que c'est effectivement très important de différencier le hors-champ du off. D'autres questions, commentaires? Non. Bon, alors on peut passer. Tu avais peut-être toi des choses à dire? Non. Non. Pour moi, en fait aussi, je découvre. En fait, tu me l'as fait découvrir. En fait, la distinction à faire entre l'analyse et la critique. Oui. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, je lisais que la critique. Oui. Donc je réalise ça. Donc une bonne analyse, je l'ai pas encore vraiment découvert et lu. Je lisais jusqu'à maintenant que des critiques d'art surtout. Et c'est vrai qu'il y a de bonnes critiques bien sûr et de mauvaises. Ouais. Mais après, je suis pas mieux placée pour dire ça c'est un bon critique ou un bon analyste ou ça c'est un mauvais ou. Bah ça c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'une bonne analyse? Qu'est-ce qu'une bonne critique? Qu'est-ce qu'une mauvaise analyse, une mauvaise critique? Bah je pense que déjà il faut que la personne soit bien renseignée. Il faut pas juste aller voir le film et hop on écrit un peu dessus. Bon, il faut quand même connaître tous les autres films du réalisateur pour voir est-ce qu'il y a une cohérence dans l'œuvre globale. Il faut connaître un petit peu aussi le contexte de la nationalité du film, du pays dans lequel il est tourné, et puis peut-être
peut-être que ça s'inscrit dans un courant politique, religieux, culturel, social, qui a son importance. Prenez un film de Ken Loach dans le cinéma britannique, hyper social, des années 60 à aujourd'hui. Si on connaît pas un petit peu ce contexte, en gros, le film, on peut passer un petit peu à côté de son importance, même s'il peut nous plaire. Donc, le métier de critique d'art, c'est un métier difficile, je trouve, parce que il faut avoir le bagage, bien sûr, par exemple, le critique d'art, il doit connaître toute l'histoire de l'art, bien sûr. C'est ça. Et en fait, au Maroc, je crois pas qu'on a, je sais pas si quelqu'un peut me dire le contraire. Est-ce qu'on a de critiques d'art, vraiment de critiques d'art au Maroc, à part peut-être Edmond Amran? Alors en art en général, je sais pas forcément trop parce que j'ai pas malheureusement le temps de voir ce qui se passe en termes de peinture, de musique, de théâtre au Maroc, même si je vais aux événements et tout, mais je me prétends pas spécialiste. En cinéma, il y a des critiques de cinéma marocain, il y a des analystes marocains, il y en a des très bons, même ici à Marrakech, on a quelques éléments qui viennent de l'université Kadi Ayad qui sont très bien. On en a à Tanger, à Casablanca, à Rabat. Il y a des revues, il y a des colloques, il y a des conférences, des publications. Bon, après, oui, il y en a que j'aime moins et d'autres que je préfère, mais à la limite, c'est comme partout. Enfin, quand je vais en France, parfois, je regarde ce qui se fait. Il y a des choses qui me semblent bien et d'autres qui me semblent moins bien. Il manque encore au Maroc, je pense, une vraie revue de cinéma. Si je puis me permettre. C'est vrai que dans d'autres pays, on a des sacrées revues qui existent depuis des dizaines d'années. Il manque une revue qui, à mon avis, pourra vraiment donner un éclairage sur l'actualité, sur les tendances. Et pour l'instant, ça passe un peu par les réseaux sociaux, c'est les blogs et tout, mais peut-être qu'il faut... Il y avait une revue, je me rappelle très bien en fait, elle a disparu. Il y a pas une certaine régularité. Souvent, il y a des revues qui apparaissent comme ça. C'est ça. Qui disparaissent. Oui, elle reste un an ou deux, et puis ensuite il y a plus d'argent. Et voilà. J'en ai quelques exemplaires de ces revues éphémères chez moi, qui sont pas mal d'ailleurs. Il y a des interviews, tout ça, des critiques, mais peut-être qu'il faut aussi, si je me permets, des aides un petit peu gouvernementales, mais ça c'est un autre débat pour ce genre d'initiative. Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui se font. Il y a un très beau cinéma marocain, c'est mon champ de recherche, comme vous le savez. Il y a des films non marocains qui sortent au Maroc et qui sont vus par des gens qui les apprécient, qui viennent les voir, qui en parlent. Donc il y a une activité, ça c'est sûr, il y a une activité culturelle, cinématographique et cinéphilique au Maroc qui existe et qui est solide. Après, il n'y a pas des salles de cinéma d'auteur en fait au Maroc. Il y a juste des salles de cinéma pour des films commerciaux, pour la majorité. Mais après, pour regarder des films d'auteur, il faut aller à l'ESSAF par exemple, aux écoles. Aux écoles de cinéma. À l'Institut, de Marrakech. À l'Institut, il y a une belle programmation. Aussi, bien sûr. Mais il n'y a pas une salle indépendante de films d'auteur. Il n'y a que des salles pour films commerciaux, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est plutôt les films commerciaux qui marchent, parce qu'en fait, ce sont des salles, les salles indépendantes du Maroc, que ce soit par exemple le Colisée à Marrakech ou le Rialto ou le Rif à Casablanca, par exemple, ou je sais pas moi, le Vox à Tanger, etc. Ce sont des salles qui n'ont aucune aide, en fait, si je puis me permettre, des ministères, du gouvernement. Donc, autrement dit, pour payer les employés, pour faire vivre la salle, il faut rentrer de l'argent. Et pour rentrer de l'argent, il faut des films commerciaux. Et ça peut être des bons films commerciaux. Hein. Il ne s'agit pas du tout de dire film commercial, c'est nul. Il y a toujours des Spielberg, des Burton, des Nolan pour nous faire des superbes films commerciaux. Mais c'est vrai que oui, comme tu le dis, c'est dommage de voir qu'un certain cinéma plus exigeant, plus confidentiel, plus intellectuel, plus autoriste et tout, soit toujours un peu mis en marge de ce genre de circuit. Après, il y a les festivals. Il y a heureusement beaucoup de festivals au Maroc, à Marrakech, Tanger, Tétouan, Agadir, qui proposent aussi de voir ces films. Il y a du coup des endroits comme celui-ci. À Marrakech, on a le musée Saint-Laurent aussi, qui fait une très belle programmation de films, en temps normal, bien sûr. Donc il y a quand même moyen, je pense, de voir des films très différents. Si on alterne ici à Marrakech entre le Mégarama avec des films commerciaux,
Le Colisée avec des films commerciaux en centre-ville et moins cher. Je préfère le Colisée. Les Saves avec le Ciné-Club. Le Musée Saint-Laurent avec des films de patrimoine, des films un peu anciens et tout. Et l'Institut français avec des films de l'actualité francophone d'aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même une pluralité des offres qui est assez intéressante. Mais c'est vrai que c'est pas le cas partout au Maroc. On a de la chance à Marrakech d'avoir cette, cette pluralité. Exactement. Oui, il y avait deux. Oui. Alors les analyses de films, c'est vrai. Alors on en trouve. Bon, il y a des sites sur Internet qui en proposent, évidemment, des sites. Académiques, des sites d'enseignants-chercheurs, des sites universitaires. Il y a des blogs aussi, vraiment des bons sites pour ça. C'est vrai que généralement les analyses, il faut bien l'admettre, elles sont plutôt en format papier. Dans des livres ou dans des revues. Il y a aussi des revues en fait analytiques qui sont pas des revues qui sortent toutes les semaines ou tous les mois comme pour les critiques. C'est plutôt des revues semestrielles. C'est des gros pavés. En fait, voilà, ça, c'est des revues, vous voyez, ça fait la taille d'un livre, ça fait 200 pages comme un livre, mais c'est des revues. Donc, voilà, il y a ce genre de choses qui est proposé, mais bon, il y a aussi des livres, évidemment, hein, les livres d'analyse, les livres qui parlent de cinéma ne sont que des livres d'analyse, d'ailleurs, hein, si je suis... Oui, on peut toujours en trouver sur Internet. Hein, s'il y a des sites comme ça qui répertorient des analyses sérieuses, concrètes, bien contextualisées. Faut chercher un petit peu. Personnellement, moi, je vais sur Google, je tape le titre du film suivi de analyse, quelques mots clés, et je tombe sur des sites qui me proposent des choses intéressantes très souvent. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est moins évident. C'est tout simplement parce que c'est peut-être moins populaire, soyons honnêtes. Une critique, ça fait quelques paragraphes, ça se lit en 2 minutes. Une analyse, ça fait 10 pages, 20 pages, 30 pages, 500 pages. Ça demande un effort intellectuel, du temps, de l'implication. C'est un vrai travail cérébral. C'est un peu plus difficile. Oui. Désolée, je suis trop bavarde. On va dire que ce sera la dernière question, puis ensuite on passe à la suite. Ouais. D'accord. Moi, c'est beaucoup plus une question un peu d'ordre pratique, parce que dans mes cours avec les étudiants, j'utilise assez souvent les supports cinématographiques. Bien sûr, je ne suis pas dotée d'autant d'éléments, d'ailleurs, d'où mon intérêt pour assister aujourd'hui. Mais je voulais savoir, est-ce que c'est, on va dire, les grands axes que nous avons vus aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent être applicables pour, par exemple, le cas des films, des courts-métrages ou des séries ou, parce que, vous le savez bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont du mal à se poser devant un Tarantino ou devant quelque chose et prendre le temps d'analyser et tout. Donc, je me pose la question, si je prends ce modèle, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour analyser une série d'actualité qui va stimuler les jeunes et les motiver à faire ça? Bien sûr, en fait, c'est vrai que là, quand je dis film, ça, de façon plus globale, en fait, je pourrais dire œuvre audiovisuelle. Ça peut concerner un court-métrage, un long, un documentaire, comme vous le dites, une série. Ça peut être un clip. Il y a d'excellents clips musicaux qui, franchement, méritent des analyses approfondies. Voilà. Il y a clip et clip. Hein. Il y a les clips, en gros, les films permettent aucune valeur artistique, où pendant les 3 minutes de la chanson, on va juste filmer le chanteur sous tous les angles avec des danseuses autour. Bon, ça c'est de la promotion. Et il y a des vrais clips de création avec vraiment une mise en scène, un regard. Où là, par contre, oui, on peut en parler pendant des heures, je pense. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ce qu'on va faire dans quelques minutes, c'est ça, c'est qu'on va regarder un court-métrage là. Vous allez l'analyser et ensuite on va en parler. Mais après, voilà, si ça vous inspire, vous pouvez d'ailleurs reprendre ce court-métrage avec vos élèves. Et il existe des centaines de milliers de courts-métrages sur Internet, en DVD, qui méritent d'être découverts et décortiqués aussi. Ouais. Très bien. Donc on va jouer le jeu en fait. Oui, ça, exactement. Alors en fait,
J'ai choisi de vous présenter un court-métrage qui fait même pas 3 minutes, donc il est vraiment très court, hein, c'est ce qu'on appelle un très court-métrage d'ailleurs, quand ça fait moins de 3 minutes. Donc on va le regarder, et en fait, le but, c'est que, alors voilà, on va vous distribuer des feuilles et des stylos. Oui, voilà, il y a des stylos aussi, super. Et alors, à la limite, on pourra peut-être le regarder 2 fois d'ailleurs, puisqu'il dure que 3 minutes. Ça irait, Myriam, si on le regarde 2 fois? Ouais, on a le temps? Comme ça, voilà, donc on regarde ce très court métrage 2 fois. La première fois, vous le découvrez, sans prendre de notes, sans écrire, sans quoi que ce soit. Et la deuxième fois, vous pouvez prendre des notes, vérifier si vos théories sont bonnes et tout ça. Ensuite, on peut vous donner donc 10 minutes pour voilà, faire un petit plan sur votre feuille pour expliquer un petit peu ce qui vous semble intéressant dans le film. Et après, ceux parmi vous qui sont intéressés pourront prendre la parole pour dire, en gros, voilà, ce que semble vouloir dire ce film, ce qu'il semble vouloir raconter. Alors, j'ai fait exprès de choisir un film pas simple. Donc, vous allez voir, c'est un film assez renversant, dans tous les sens du terme, sans vouloir spoiler quoi que ce soit. En fait, il s'agit quasiment du tout premier court-métrage réalisé par un cinéaste que vous connaissez peut-être, qui est très populaire, qui s'appelle Christopher Nolan. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Christopher Nolan, ce nom? Oui? Dis-moi. Inception, ouais. Interstellar, ouais, c'est lui aussi, ouais. C'est ça. Il a fait la trilogie The Dark Knight aussi, les 3 derniers Batman. Récemment, il a fait Dunkerque et il a fait un film aussi qui n'est pas sorti au Maroc à cause de la crise, c'est Tenet. Vous avez dû entendre parler, il est sorti partout dans le monde. C'est un cinéaste américain qui fait des films souvent très renversants avec plein de jeux sur le temps, le montage, les allers-retours temporels, le rêve, la réalité. Enfin, c'est complètement. Alors oui, avec lui, on peut faire des théories qui peuvent faire des centaines de milliers de pages. Et en fait, vous allez voir que même en 3 minutes, il peut aussi être très déconcertant, ce brave Christopher Nolan. C'est un film qui se passe, vous allez voir, dans un appartement. Il y a un seul personnage. Ça pourrait être très simple, et pourtant, vous allez voir, c'est très compliqué. Donc voilà, on va le regarder. Tu l'avais mis sur c'est la page Google Chrome, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, il s'appelle Doodlebug et donc il date de 1997. C'était avant que Nolan ensuite se dirige vers le long avec ses premiers films plutôt confidentiels et ensuite les premiers films hollywoodiens qu'il a pu faire et qui l'ont vraiment rendu très célèbre. Voilà. Donc alors ça risque de pas être très très visible à l'écran parce qu'on manque un peu d'obscurité. C'est en noir et blanc en plus, mais je pense que ça ira. Et de toute façon, comme on le regarde une deuxième fois, à mon avis, ça devrait aller. On y va.
Voilà. Alors attends, on va annuler. Non. Ok, voilà, on va faire pause. Hop. Voilà. Est-ce que sur l'image c'était clair? Vous avez tous bien vu ce qui se passe? D'accord. Donc vous avez vu qu'il y a un petit lui-même miniature là qui apparaît. D'accord. Il est en train d'essayer de chasser un équivalent de lui-même mais en beaucoup plus petit. D'accord. Et à la fin, il se fait à son tour écraser par un lui-même beaucoup plus grand. D'accord. Tout est clair au niveau scénaristique. Ok. Donc alors voilà. Bon, c'est un scénario en soi plutôt basique, hein, vous l'avez vu. Maintenant, vous avez vu qu'il y a une mise en scène, d'accord? Il y a un travail sur l'image, le montage, le son, je pense, qui sont vraiment intéressants pour traduire un peu le climat, le regard, la vision que veut nous transmettre Nolan. J'en dis pas plus. On va revoir le court-métrage et après vous allez du coup mettre un peu en ordre vos idées comme ça et on verra ensuite qui voudra les faire connaître aux autres. On y va. Donc là, vous pouvez prendre des notes pour ceux qui veulent. Voilà. Bien, donc du coup, ouais, c'est 10 minutes, ça ira? Ou c'est un peu long? Ou c'est... Ouais, bon, on n'a qu'à dire 5-10 minutes. Voilà, donc on vous laisse cogiter. Si vous avez des questions... Oui. Oui, pas forcément un texte littéraire, hein, mais voilà, vous pouvez faire une suite de points qui vous semblent intéressants dans le film à décortiquer, qui vous semblent participer de l'intention de mise en scène du réalisateur. Mais non, ne faites pas des phrases construites et tout, hein, juste vous pouvez relever justement ces aspects qui vous intéressent et puis ensuite on en parle ensemble. Et si vous avez des questions, évidemment, je reste à votre écoute.
fait l'analyse et nous avons comprendre, par exemple, ce qui paraît par rapport à la vie. Est-ce que ça doit être forcément cohérent avec l'idée transmise dans le film ou est-ce que ça peut ne pas être? Vous voulez dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une interprétation personnelle ou est-ce qu'on doit rester dans la tête du réalisateur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça relève de l'ordre artistique, Mhm. indépendamment de l'histoire, genre aux tragédies, humoristique et tout. Là, il faut que ce soit dedans. Bah, il faut quand même démontrer en quoi est-ce que la mise en scène artistique, comment dire, accompagne l'histoire. Parce que voilà, l'un va pas sans l'autre. Par quels effets d'image, de montage, de son, le réalisateur en fait nous raconte son histoire et nous la raconte d'une manière en fait qui est la sienne. Donc ça, c'est pour le côté objectif, on va dire. Après, bien sûr que vous pouvez... En fait, il y a une différence entre interpréter et surinterpréter. Vous pouvez bien sûr donner votre vision, votre interprétation des choses, mais à condition quand même que ça reste un minimum cohérent par rapport au film. Parfois, on peut voir justement des analystes qui vont un peu trop loin dans l'interprétation et qui du coup commencent à dire des trucs auxquels le cinéaste n'a jamais pensé. Donc là, du coup, c'est toujours un piège dans lequel on peut tomber et il faut tâcher de rester un peu dans l'entre-deux, quoi. Voilà. Bon, on peut peut-être conclure. Enfin, s'arrêter là. Oui? Ah oui, vous voulez proposer. Très bien. Alors, je précise juste quelque chose, c'est que alors, si j'ai choisi ce film, c'est aussi parce que moi-même, il y a quelques années, j'ai publié une analyse de ce film dans une revue. D'ailleurs, avec Myriam, on a prévu des photocopies de cet article que vous pourrez rapporter chez vous. Comme ça vous permettra peut-être, voilà, d'éclairer éventuellement votre pensée. Ce que je précise, c'est que cette analyse que j'ai écrite, il m'a fallu 2 mois pour l'écrire. Hein, donc, je peux tout à fait, voilà, en 10 minutes, c'est pas possible de faire ce qui normalement doit être fait dans des meilleures conditions. Voilà, c'est plus pour avoir quelques points comme ça de repères et un premier petit exercice, mais c'est tout à fait normal, bien sûr, si c'est pas bien organisé ou bien approfondi. Bref, voilà. Oui. Alors, je pense que ce court-métrage est purement philosophique et il cherche à nous transmettre un message psychologique. Peut-être que l'acteur reflète notre vraie personne et notre combat avec nous-mêmes, notre non-réconciliation avec ce que nous sommes en réalité et surtout notre envie de vouloir écraser la personne que la société veut qu'on soit pour finalement devenir nous-mêmes. L'ambiance est triste, mélancolique et morose. Les expressions faciales montrent beaucoup de tristesse. Et le fond sonore suscite un sentiment de stress et de mélancolie à la fois. Je crois que ce cadre morose a été choisi pour justement prouver que c'est à travers la tristesse que l'humain parvient à devenir lui-même. Car comme l'a si bien dit Louise Ferdinand Céline, c'est peut-être cela qu'on cherche à travers la vie. Le plus grand chagrin possible pour devenir soi-même avant de mourir. Et je crois aussi que le film porte une touche nietzschéenne et freudienne, tout en abordant les trois métamorphoses de l'esprit de Nietzsche. Après, c'est ce que je pense personnellement. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, alors déjà, je pense qu'on peut tous applaudir mademoiselle. En plus, c'est très approfondi, je trouve, pour combien? Pour 10 minutes. Ah oui, non mais là... Comme restitution. Ouais, je pense qu'en 2 mois, peut-être que vous auriez fait mieux que moi. Est-ce que par hasard, vous êtes étudiante aussi de l'ESSAS? Oui, ça se voit. Oh, ça se voit. Ah bah oui, je le connais, bien sûr, mais je vois pas... Enfin oui, c'est sûr qu'il y a le côté évidemment philosophique, mélancolique, contemplatif. Oui. Après, Tarkovsky, c'est pas un monteur justement, parce que ses plans sont longs. Tout à l'heure, on parlait de longueur des plans. Tarkovsky, un plan, ça peut durer 10 minutes chez lui. Nolan, lui, il est plutôt du genre à monter rapidement. Et donc il y a une différence, on va dire, de traitement filmique. Après, oui, dans l'esprit, on peut voir des points communs. Ouais, surtout que Nolan, si on connaît un peu ses autres films,
Inception, Interstellar, c'est un cinéaste passionné par le temps. Le temps, c'est le grand sujet de Christopher Nolan. Et c'est vrai que Tarkovsky, c'est le temps aussi. Mais chez Tarkovsky, c'est le temps dilaté. Chez Nolan, c'est le temps fragmenté. Je pense que c'est la même thématique, mais c'est pas le même traitement. Mais oui, il y a des points communs. En tout cas, bravo. Si je puis me permettre une petite réserve, vous avez parlé de philosophie, de morale et tout, mais vous n'avez pas vraiment parlé en fait de cinéma. Attention. Voilà, comment est-ce que l'image, le montage, le son, vous avez parlé un peu d'ambiance, tout ça, triste et tout, mais j'aimerais bien entendre Pardon, je termine juste. J'aimerais bien entendre aussi comment la mise en scène qu'on a pu voir là participe de tout ce que vous venez de dire. C'est pas une analyse technique. Voilà. C'est une analyse plutôt esthétique. Même pas, pardon, non, plutôt on va dire sur la morale, le message, ouais. Mais ce message, comment visuellement, par le son, l'image, le montage, il le transmet. C'est ça qu'il faut approfondir un peu. Roland, j'ai une question. Est-ce qu'il y a plusieurs analyses ou il y a toujours une analyse Ah bah qui non. est connue et reconnue par Ah non, chacun peut faire son analyse. Il y aura forcément des points communs. Je veux dire, on sera tous d'accord sur le fait que ce film, il est pas drôle et que, effectivement, comme vous le dites, ça peut parler de l'humanité, de nous-mêmes, de la façon dont on se voit, bien sûr. Et en même temps, on aura aussi chacun nos références à nous, nos citations à nous, notre expérience à nous, qui nous permettra de donner des orientations différentes à ces idées. Donc non, il n'y a pas Il y a plusieurs types d'analyses. Bien sûr, en fait. bien sûr, heureusement. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, viens. Alors, je vois que mon analyse est beaucoup plus technique. Il s'agit d'un court-métrage en noir et blanc, mettant sur scène un homme qui est en train de chasser une miniature de lui-même. La musique est très calme, mais elle crée un effet de suspense. Concernant le décor, on est dans un lieu fermé, à savoir la maison ou bien l'appartement du personnage principal. Ce dernier essaie de se concentrer et de ne pas être perturbé par les parasites, à savoir par exemple le téléphone. Donc les bruits animant un peu ce court-métrage en plein silence sont l'horloge, le téléphone et les déplacements du personnage. Concernant le mouvement de la caméra, dans la majorité des plans, on a un angle objectif, donc la caméra est placée au même niveau que le personnage. Des fois, par exemple, quand le personnage était dans le coin, on a une plongée, donc la caméra est placée au-dessus du personnage pour le montrer tout petit, pour l'écraser quelque part. Et concernant le choix des couleurs, donc ce choix est aussi révélateur de l'état psychique du personnage. Donc peut-être qu'il sombre dans un abîme, qu'il mène une vie triste. Donc c'est ça, merci. Alors, si je puis me permettre, je pense qu'en fait, si on associe vos deux analyses, on obtient le truc parfait. Là, on a tout l'aspect technique, comment est-ce qu'effectivement la lumière, la couleur, les choix d'angle de vue, la musique, le son, les bruitages participent de l'intention du cinéaste. Et on a effectivement le côté moral, le côté philosophie qui est peut-être plus approfondi de votre côté. Mais franchement, voilà, en fait, c'est très complémentaire et je pense que on peut vraiment aboutir à quelque chose de très bien. Mais bravo parce que vous montrez une bonne maîtrise du vocabulaire technique et de ce que ça peut du coup donner comme effet quand un cinéaste les emploie dans son film. Donc là, oui. L'exemple de la plongée, par exemple, pour montrer le côté écrasé du personnage, oui, ça c'est évident. Les plongées contre plongées servent souvent à ça au cinéma. Et là, ouais, quand on voit la miniature filmée en plongée et l'homme en amorce qui s'apprête à l'écraser, en gros, le héros, il est dominant et la miniature est dominée. À l'inverse, quand l'homme, dans le plan suivant, est filmé en contre-plongée et que derrière le géant apparaît, le dominant devient dominé à son tour et se fait écraser par celui qui est au-dessus de lui. Donc ça montre bien, cette inversion des échelles participe aussi de l'inversion des rapports de force entre les trois versions du personnage, petit, moyen et grand. Donc oui, voilà, c'est très bien. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Je ne sais pas s'il y a une troisième résolution, peut-être.
2, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Voilà. Imen, peut-être, tu veux lire? Ah. Ils ont déjà... Bah, peut-être par exemple, il y a un point qui n'a pas encore été traité par les 2 témoignages qu'on a eus, c'est par exemple par rapport à Christopher Nolan. Si vous connaissez un peu ses autres films, est-ce qu'il y a des points communs peut-être? Parce que celui-ci c'est son premier quasiment, il avait encore jamais fait de long. Est-ce que ce court-métrage Doodlebug peut annoncer, entre guillemets, peut préfigurer les longs métrages que vous connaissez et qui sortiront quelques années plus tard? Est-ce que vous voyez des passerelles à faire, par exemple? Ça peut être aussi un point d'analyse intéressant. Justement, oui. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis surtout, comment montrer qu'un cinéaste, c'est avant tout un artiste qui a une œuvre, et qu'un film, ça s'inscrit dans une œuvre plus globale où elle a forcément son sens. Donc c'est intéressant toujours, c'est pareil pour un peintre ou un musicien, il faut pas juste analyser l'œuvre pour elle-même, c'est l'œuvre dans son contexte. Et par rapport effectivement à tout le travail de Nolan, tout à l'heure vous avez cité Inception, Interstellar, il y a les Batman et tout, je pense qu'on peut vraiment faire des liens. Mais justement, Roland, ce film n'est pas très connu, enfin par la majorité, j'imagine. Moi, je le connaissais pas, mais par exemple, Nolan, il est connu plus par Batman et par les films plutôt, disons, commerciaux. Mais là, je veux dire que on peut pas faire le lien. Enfin, si on l'a pas vu, on peut pas faire le lien et dire que c'est le même réalisateur. En fait, Tu veux dire que si tu savais pas que ce court métrage était réalisé par Nolan, t'aurais pas forcément fait les liens avec Inception en fait, à mon avis, c'est à mon point de vue personnel. Oh bah peut-être, oui. C'est pas pour les autres. Moi, je vais pas dire une sensation de déjà vu, mais il y a un ressenti que je retrouve par rapport à Inception, par rapport à cette... je sais pas comment expliquer ça d'un point de vue technique, mais ce va-et-vient des volumes, cette proportion qui grandit, qui diminue. J'ai eu la sensation de voir Inception quand ils sont tous ensemble et qu'il y a un mouvement volumique. Et puis le moment aussi où il descend au niveau de l'ascenseur pour revenir vers son souvenir antérieur, celui avec Marion Cotillard et tout. Donc j'ai eu ce flashback en voyant ce film. Et moi, contrairement à Myriam, moi je dirais, même si je savais pas que c'était Nolan, je me serais dit, soit c'est quelqu'un qui travaille comme lui, soit c'est quelqu'un qui s'inspire du réalisateur d'Inception. Batman, beaucoup moins, bizarrement, mais Inception, beaucoup. Beaucoup. Voilà. Alors, j'ai une moins bonne mémoire visuelle des plans dans ces autres films, mais du coup, en voyant ce court-métrage, la question à laquelle je suis arrivée après avoir jeté mes idées sur le papier, c'était est-ce que finalement, cette chambre où il semble enfermé, ça représente pas son esprit, sa tête, quoi. Est-ce qu'on n'est pas dans un enfermement psychique et du coup, par rapport à Inception, il y a aussi cette notion d'être enfermé dans sa tête, alors à des strates différentes, avec du voyage et tout ça, mais il y a quand même et puis de mémoire la captivité aussi dans laquelle se trouve le protagoniste. Du coup, c'est moins en termes visuels, mais oui, c'est vrai qu'on peut peut-être faire le lien. Oui, enfin, j'ai l'impression. Et après, Batman, c'est quand même un personnage qui est quand même, pour le coup, oui, voilà, il y a ça me serait pas venu, mais oui, effectivement, qui est en recherche, enfin, qui est perdu en lui-même. Donc, il y a peut-être ce lien aussi là à faire. Je sais pas. Je crois que ça rappelle surtout les premiers films de Nolan, notamment le Following, si vous le connaissez. On retrouve la même atmosphère que ce court-métrage que vous nous avez présenté. Exactement, le noir et blanc.
On va pas commencer à parler de Nolan en général, ça peut durer des heures, mais en gros, effectivement, c'est vrai avec Inception particulièrement, on voit les liens. Ouais, c'est vrai que c'est 2 films rêves, 2 films cerveau, 2 films, on est vraiment dans la psyché des personnages. Et comme vous le dites, c'est vrai qu'on a ces déploiements d'images, ces superpositions de petites et grandes échelles qu'on a dans Inception, notamment les séquences parisiennes, pour ceux qui se souviennent, où on a carrément des rues qui se retournent contre elles-mêmes. À un moment, on a une scène en fait où des miroirs se pivotent pour laisser apparaître une infinie de doubles du personnage de DiCaprio. Donc on a ces idées visuelles en fait qui sont dans Inception qu'on a déjà dans Doodlebug. Et c'est vrai que oui, alors la question effectivement des personnages en recherche d'eux-mêmes, qui sont vraiment dans une sorte de tourment intérieur, qui les rend à moitié schizophrènes et complètement enfermés dans leur psyché, c'est très nolanien. Il y a un film qui s'appelle Memento qu'il a fait, où le personnage perd la mémoire tout le temps, il doit se remémorer, il sait plus s'il rêve ou pas. On a évidemment Inception. On a les Batman qui sont pas si dépersonnalisés que ça, parce que si Nolan a accepté de faire des films Batman, c'est justement parce que ce personnage le semblait proche de son univers. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir comment, quand Tim Burton fait un Batman, il fait du Burton. Quand Nolan fait un Batman, il fait du Nolan. C'est intéressant de voir comment une figure préexistante s'est réappropriée par un cinéaste. Et voilà, donc bon, on peut faire plein d'autres rapprochements, hein. Comment ne pas penser aussi aux espèces de compte à rebours, le tic-tac qu'on entend dans Dunkerque, le film de guerre qu'il a pu faire, où pendant 2h30, en fait, on entend une musique tic-tac qui montre bien que les soldats doivent se dépêcher de quitter Dunkerque avant de se faire exploser par les nazis. Donc du coup, tout ça, en fait, on l'a dans ce court-métrage. Mais bon, voilà, je vous demande pas de connaître tout Nolan pour savoir, mais en tout cas, vos interprétations, qu'elles soient philosophiques, technique ou effectivement d'ordre par rapport aux autres films de Nolan, dans tous les cas sont très pertinentes, ça se complète et je pense que vous avez bien saisi en tout cas les mécanismes de l'analyse filmique. Peut-être un dernier commentaire, un tout dernier éventuellement, mais sinon on peut s'arrêter là peut-être. Oui, tout à fait. Il y a des textes à distribuer aussi. Oui, alors oui, parce qu'en fait, je vous ai préparé quelques documents que Myriam a eu la gentillesse d'imprimer. Ah, c'est Kenza qui l'a fait. D'accord, très bien. Alors déjà, il y a le premier document, c'est un petit récapitulatif de la méthode que je vous ai expliquée oralement. Donc comme ça, vous pouvez le garder près de vous, ça peut vous servir. Comment analyser un film, quelle est la méthode à adopter. Le second document, c'est une bibliographie avec quelques livres que je trouve intéressants en termes d'analyse filmique, de méthode d'analyse. Je ne sais pas s'ils sont, par exemple, à la médiathèque de l'Institut, mais sinon, c'est des livres qu'on peut commander à la librairie Shatter ou à Livre-moi. Enfin, voilà, il y en a qui sont vraiment bien, je trouve. Et le troisième document, c'est mon analyse de Doodlebug, le court-métrage qu'on vient de voir, que j'avais publié dans un numéro spécial Christopher Nolan de cette revue-là, Eclipse, qui est constituée d'une quinzaine de textes écrits par 15 auteurs différents. Et du coup, mon texte à moi, analyse Doodlebug en le rapportant à l'œuvre de Nolan en général, et puis aussi à ces questions que vous avez pu évoquer. Donc vous pourrez lire tranquillement mon texte. Que j'ai pris beaucoup de mal à écrire, vous verrez, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, puis c'est toujours une bonne occasion de revoir tous les films d'un cinéaste. C'est un bon prétexte pour se faire des bonnes soirées télé. Oui ? Ah oui, vous pouvez venir les feuilleter ici, et puis voilà, vous avez ensuite les photocopies qui vous sont offertes. C'est une bonne question. Est-ce que les références, vous voulez dire ? Je sais pas. Je peux voir. Non, la bibliographie, c'est plutôt sur des livres qui donnent la méthode d'analyse filmique. Alors que ça, c'est un exemple en fait, mon texte. C'est un exemple, mais c'est pas une méthode. Donc, mais c'est la revue. Vous permettez ? C'est la revue Eclipse numéro 59. Voilà, les références sont là. Mais c'est cette revue-là qui est dans les mains de la jeune fille. Le Joker, oui, c'est un personnage que Nolan s'est réapproprié
pour en faire comme Batman, un pur personnage nolanien. Hein, ah oui, 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 puis c'est un très très beau personnage. Ouais, ouais. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien reçu les 3 documents? Bibliographie, méthode d'analyse et texte sur Doodlebug. En fait, l'analyse de Roland, elle est de 10 pages, l'homme qui se multiplie. Donc, il y a un texte de 10 pages, il y a des conseils de 2 pages et une bibliographie d'une seule page. Voilà. Très bien. Je tiens à te remercier encore, bien sûr, d'avoir accepté mon invitation pour cet exposé, bien sûr, pour le choix du film, le choix très pertinent, pour les conseils aussi. Merci aux participants, bien sûr, pour le déplacement et d'avoir joué le jeu. Et merci pour votre complicité. Et à la prochaine fois. À la prochaine fois, à la cafétéria, toujours. Je vous remercie à mon tour d'avoir été présent à cette séance. J'espère que ça vous aura été productif d'une façon ou d'une autre. Et j'espère aussi vous croiser à d'autres événements comme celui-ci. Hein, donc en espérant que l'activité culturelle, cinématographique de Marrakech, du Maroc, du monde en général reprenne bientôt un rythme normal. Moi, je suis toujours ici pour voir les films de l'Institut, les conférences. Je suis au musée Saint-Laurent. Je suis à l'ESAF, bien sûr, qui est mon lieu de travail. On a un ciné-club le mercredi soir qui est ouvert à tout le monde, notamment. Donc on espère pouvoir le rouvrir bientôt. Non, pour l'instant, les SAV, on n'accueille que les étudiants, mais c'est fermé au public extérieur. Donc les conférences, les projections, les vernissages et tout, pour l'instant, sont totalement bloqués. On aimerait bien, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est les cours et juste les cours. Mais dans quelques mois, on peut imaginer que ce sera mieux. Donc bref, tout ça pour vous dire que il y aura forcément d'autres occasions de reparler de cinéma à ce genre d'événements. Donc voilà, mais dans l'attente, écoutez, vous pouvez vous entraîner de votre côté. Si vous êtes justement enseignant, si vous avez des enfants, tout ça, vous pouvez aussi transmettre un peu ce genre de vision. Merci encore en tout cas. Voilà, bonne fin de journée.